Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais entamer un gros chapitre de la pathologie respiratoire qu'est le cancer bronchopulmonaire. Alors aujourd'hui, le cancer du poumon est un véritable fléau mondial. Et aujourd'hui, à l'instar des maladies infectieuses, le cancer du poumon constitue un véritable problème de santé publique. C'est la première cause de mortalité par cancer chez l'homme et je vais vous le montrer par un certain nombre de chiffres épidémiologiques. Alors, le cancer du poumon, certes, n'est pas une maladie récente. C'est une pathologie qu'on connaît depuis un petit bout de temps, depuis plus de 50 ans. Mais ce qui est particulier dans le cancer du poumon, c'est que c'est une maladie qui est en constante progression, et ce depuis 50 ans, malgré toutes les avancées en matière de diagnostic et en matière thérapeutique. Dans les pays, on va dire, développés, par exemple aux États-Unis, en Amérique et certains pays européens, le cancer du poumon est devenu encore plus fréquent que l'un des cancers les plus fréquents qu'est le cancer du sein chez la femme. Pour autant, c'est un cancer qui est évitable parce que le tabac, le rôle du tabac dans la genèse et dans le développement du cancer du poumon est largement établi. Et donc, c'est un cancer qui est en constante progression, qui est fréquent, qui est mortel et qui est évitable. Et donc, évitable et donc accessible à la prévention. Je vais peut-être m'attarder sur un certain nombre de chiffres, un peu plus que d'habitude, parce que juste pour mettre en exergue l'importance de cette pathologie. Le cancer du poumon représente 12% des cancers, de tous les cancers. Il est responsable à lui seul de 17% de décès par cancer. On a autant de nouveaux cas que de décès, c'est-à-dire que finalement, en une année, on va diagnostiquer plus d'1 million de cancers, de nouveaux cas de cancer, et on va enregistrer plus d'1 million de décès par cancer, soit une mortalité qui approche les 89%. C'est une incidence qui continue d'augmenter, mais ce qui est important à souligner aussi, c'est que aujourd'hui, on sent bien, on note bien qu'il y a un rajeunissement dangereux du cancer. C'est-à-dire que si 70% d'enregistré que 70% des cancers survenaient chez des sujets âgés ou âge adulte, aujourd'hui, eh ben, c'est plutôt les adultes jeunes, des patients qui sont en pleine activité professionnelle et encore, on commence à ressentir ou bien à colliger des cas de cancer chez des sujets de plus en plus jeunes. Alors, l'initiative mondiale enregistre de manière, enfin, l'OMS enregistre de manière régulière ce qu'on appelle et publie des chiffres. On appelle le Globocan. En 2020, donc la dernière version, c'est celle qui remonte à 2020. Alors, je voulais ici vous montrer un certain nombre de choses ou mettre en évidence un certain nombre de choses. Si on prend tous les cancers dans le monde, chez les hommes et les femmes, le cancer du poumon est le deuxième cancer le plus fréquent après le cancer du sein. Avec, en général, il représente 11,4% de tous les cancers, alors que le cancer du sein représente 11,7% de tous les cancers. Si on s'intéresse au cancer de l'homme, le cancer du poumon est le plus fréquent. Il vient en première position avant la prostate, avant le côlon. Et pour les femmes, regardez ici, si dans les années, il y a juste 10 ou 15 ans, on ne rapportait pas, c'était plutôt le cancer du sein qui était le plus fréquent. Et le cancer du poumon n'était pas très fréquent chez la femme. Ce n'était pas un cancer qu'on retrouvait de manière régulière. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ben, le cancer du poumon est logé à la troisième place, troisième rang, juste après le cancer du côlon, derrière le cancer du sein. Et ceci est dû au fait que de plus en plus de femmes, hélas, fument autant que les. Alors, toujours là aussi sur le Globocan 2020, alors sur ce tableau qui va colliger un petit peu l'incidence, la mortalité et la prévalence par site de cancer,
On va aller s'intéresser en cancer du poumon. Regardez, avec un nombre de cas impressionnant, de nouveaux cas. En 2020, il y avait plus de 2 millions de nouveaux cas en 2020. Donc, c'est le deuxième cancer le plus fréquent, tous sexes confondus. Mais c'est le cancer c'est le cancer qui tue le plus. Hein. En premier, sur le podium des cancers les plus létals, les plus mortels, il est hélas le premier. Et là aussi, un autre chiffre qui est assez alarmant, c'est cette prévalence à 5 ans, la survie à 5 ans, eh bien, elle est mauvaise, hein, puisque uniquement 33,42 par 100 000 patients. Et donc là aussi, on voit ici très très bien sur cet autre diagramme que le cancer du poumon, je vous le montre ici, il a une incidence de 22,4. Derrière le sein et derrière la prostate, si on prend bien sûr tous les cancers, tous les sexes confondus, il est parmi les top 10 des cancers. Mais regardez ici, c'est le cancer le plus mortel. Si on prend un autre cancer qui est là aussi très très méchant, par exemple le pancréas, ben le cancer du pancréas est très létal, certes, il est mortel, certes, il est agressif, certes, mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fréquent. Alors, qu'en est-il au Maroc? Eh ben, on a les chiffres marocains, là aussi sur Globocan 2020. Eh ben, écoutez, on est à peu près pareil. Si on voit les deux sexes confondus, le cancer du poumon est en deuxième position, avec une proportion de 12,4% de tous les cancers, avec à peu près 7353 nouveaux cas de cancer au Maroc, de cancer du poumon au Maroc. Là, je parle uniquement du Maroc. Et quand on voit bien évidemment le sexe masculin, eh ben, c'est le premier cancer, hein, chez l'homme, 22,3%. Et vous voyez bien ici qu'il y a toujours la prédominance masculine, puisque chez les hommes, on a notifié plus de 6500 cancers du poumon chez l'homme. Là aussi, pareil, concernant l'incidence, la mortalité et la prévalence par cancer, et ben, 7300 nouveaux cas, soit le deuxième cancer en ordre d'incidence, et toujours le cancer le plus létal, là aussi. C'est le cancer le plus meurtrier. Alors, au Maroc, nous disposons de registres. Alors, nous avons deux grands registres. On a le registre des cancers de la région du Grand Casablanca et puis on a le registre des cancers de la région de Rabat. Alors, ces registres, le registre de Casa, donc il date de 2012. Il a été publié en 2012, si ma mémoire est bonne. Et là aussi, on retrouve un petit peu les mêmes chiffres finalement. Ici, trachée, bronche et poumon représentent 11,4% des cancers. C'est le deuxième après le cancer du sein qui représente 19,9%. D'accord, avec uniquement à Casa 2700 nouveaux cas et ça c'était entre 2008 et 2012. Et chez l'homme, on voit bien que le cancer du poumon se taille la part du lion puisque c'est le premier cancer. Donc vous voyez que c'est une maladie, enfin c'est le premier cancer qu'on retrouve dans notre population aussi, à l'instar de la population mondiale. Et puis, on a quand même regardé les cancers qu'on diagnostique. Et ben, le plus souvent, on fait le diagnostic à un stade très évolué. Une maladie, quand on pose le diagnostic, et là je parle toujours du Maroc, et ben, on pose le diagnostic à un stade évolué. Regardez ici, j'ai mis deux cancers l'un à côté de l'autre, qui sont les plus fréquents, le cancer du sein et le cancer du poumon. Alors, le cancer du sein, on arrive à faire le diagnostic 6% des cas stade 1, stade 2 et 57% stade 3, stade 4. Sachant que le cancer du sein est un cancer qui est certes fréquent, mais qui est quand même avec un pronostic et avec pronostic qui est meilleur vu l'avancée sur le plan thérapeutique. Par contre, sur le cancer du poumon, 96% des cas sont diagnostiqués à des stades tardifs, c'est-à-dire à des stades soit localement avancés, stade 3, ou carrément des stades métastatiques. Alors, j'ai voulu regarder si on faisait pareil dans notre CHU. D'accord. Alors, donc ce sont les données de l'oncologie médicale de 2021. En 2021, ici,
à Fès, au CHU de Fès, ont été diagnostiqués 200 nouveaux cas de cancer. Regardez avec moi, 83% de ces cancers sont métastatiques, sont à stade M. 83% sont déjà des maladies métastatiques. D'accord? Les formes localisées ne constituent que 6% et les formes localement avancées représentent 11%. Donc finalement, les localement avancés et les métastatiques représenteraient 94% de tous les cancers qu'on est arrivé à diagnostiquer en 2021. Et quand on regarde le siège des méta, donc ça, c'est pleuropulmonaire, osseuse et cérébrale. Il faut savoir que quand on diagnostique la maladie à un stade tardif comme ça, le pronostic est là, en est largement impacté. Et les traitements. Alors, il y a des choses à mettre en évidence ou bien enfin des éléments à mettre en exergue. C'est qu'on se rend bien compte aujourd'hui que le cancer du poumon se rajeunit, c'est-à-dire qu'on voit des cancers de plus en plus, chez des sujets de plus en plus jeunes. Avant, c'était au-delà de 70 ans. Maintenant, c'est entre 50 et 70 ans, voire il n'est pas rare de voir des cancers du poumon, c'est des sujets de moins de 50 ans. Dans les pays développés, cette augmentation de proportion de cancer chez la femme a été largement observée. Aux États-Unis, par exemple, 45% des nouveaux cas sont enregistrés chez la femme. Et aux États-Unis, c'est devenu la première cause de mortalité par cancer, et ce depuis déjà 1987. Hélas, on est également en train de voir arriver cette féminisation du cancer du poumon dans notre pays, vu l'élargissement du tabagisme chez la femme. Enfin, on voit de plus en plus de femmes qui fument, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. S'il y a une tendance à une stabilisation de l'incidence du cancer dans certains pays développés, et je citerai surtout l'Angleterre et les États-Unis également. Alors, cette diminution ou stabilisation de l'incidence du cancer, elle est secondaire à une très agressive campagne de lutte contre le tabac qui a été entamée depuis plus de 30 ans avec une guerre contre les lobbying du tabac au niveau des pays développés. Mais en parallèle, il y a une incidence mondiale qui continue d'augmenter. Pourquoi elle augmente? Parce qu'il y a une croissance fulgurante du nombre de tabagiques dans les pays en voie de développement, pour citer comme exemple l'Inde, ou dans des pays qui sont développés comme la Chine, et dans les pays en voie de développement, Inde, mais également en Afrique. La principale étiologie, le principal responsable du cancer du poumon est le tabac. Et ça a été clairement démontré et établi. Le tabac est responsable de 90% des cancers bronchiques. 90% des cancers bronchiques sont secondaires au tabagisme. Et ça a été clairement suspecté dès le début du siècle et reconnu et validé depuis les années 50. On a très bien perçu l'augmentation de l'incidence et de la prévalence du cancer du poumon après la Deuxième Guerre mondiale, parce que tout simplement, il y a une importation du tabac par les Américains en pays d'Europe, et ça a permis d'élargir ou bien de démocratiser, si j'ose m'exprimer ainsi, le tabagisme à toutes les couches sociales. Il faut savoir que la cigarette, dans la cigarette, il y a plus de 2000 carcinogènes qui ont été clairement identifiés. Donc finalement, les patients, les personnes fument des matières qui sont totalement toxiques et cancérigènes. Alors, le tabac est responsable de 99% des carcinomes épidermoïdes. Je vais vous en parler sur les différents types anapathes. Mais cette phrase-là, c'est juste pour vous dire que quel que soit l'anapathe, quel que soit le type de cancer, le tabac est incriminé dans le carcinome épidermoïde, dans les carcinomes à petites cellules et dans les adénocarcinomes. Et plus on commence tôt, plus on fume et plus le risque est important.
D'accord? La durée du tabagisme est importante et l'âge du début du tabagisme sont des facteurs qui sont de plus en plus importants. Un autre élément à prendre en considération, c'est qu'il n'y a pas de valeur seuil. Alors, certains de patients vont dire, oh, moi je fume un tout petit peu. Finalement, il n'y a pas de valeur seuil. C'est ça dépend de la personne. Certes, il y a des personnes qui vont fumer beaucoup et peut-être ne feront pas de scanner de cancer dans une petite proportion. Et il y a des personnes qui ne fumeront pas du tout, qui seront juste exposées à un tabagisme passif et qui vont développer le cancer. Donc, cependant, l'arrêt du tabac diminue très lentement le risque, mais jamais ne le ramènerait à un risque du non-fumeur. Et là aussi, un élément qui est très important à souligner, c'est que le tabagisme passif augmente également le risque de 35% chez les non-fumeurs. C'est-à-dire que le tabagisme actif est clairement incriminé dans le développement des cancers, quel que soit le type histologique des cancers, et plus on commence tôt, plus on fume, plus le risque est important. Mais même le tabagisme passif entraîne une augmentation du risque des cancers chez les non-fumeurs. Et ce tabagisme passif expliquerait un nombre non négligeable de cancers qui surviennent chez des patientes qui n'ont jamais touché à la cigarette. Alors, il y a d'autres facteurs dits professionnels. Et là aussi, ce sont des expositions à des produits cancérigènes. Alors, les facteurs professionnels, elles représenteraient 10 à 15% des cancers bronchopulmonaires. Et il faut savoir que ces cancers qui sont d'origine professionnelle sont éligibles donc à la reconnaissance et à une réparation au titre de maladie professionnelle. Et c'est également enregistré dans la législation marocaine. Alors, parmi les facteurs qu'on retrouve qui sont le plus incriminés, c'est les fibres d'amiante. Et c'est l'exposition aux fibres d'amiante est le risque le plus fréquent, mais pas que, puisque d'autres cancérigènes d'origine professionnelle ont été reconnus, tels la houille qu'on utilise dans la fabrication d'aluminium, par exemple, tels que l'arsenic qu'on utilise dans la fabrication des pesticides, le nickel, le beryllium, mais également le fer, les industries du caoutchouc, les peintres. Alors, toutes ces professions, eh ben, elles peuvent être exposées à développer un cancer du poumon d'origine professionnelle. Alors, imaginez avec moi si en plus de ça, ces personnes fument, eh ben, elles ont les deux facteurs incriminants ou les deux facteurs de risque. Et puis, il existe des facteurs non professionnels. Alors, ces facteurs non professionnels, ce sont les radiations ionisantes et la pollution atmosphérique. Alors, comment se développe le cancer du poumon? Eh ben, c'est exactement comme les autres cancers, finalement. C'est un développement de clones tumoraux qui va se développer au fur et à mesure suite à l'effet de ces substances cancérigènes, qui va prendre plusieurs étapes et plusieurs années avant de se développer. Alors, ces clones tumoraux, elles vont se développer suite à un certain nombre de déséquilibres. Ça peut être l'activation d'oncogènes par mutation, par amplification. Ça peut être une hyperexpression de récepteurs de facteurs de croissance et qui va donc entraîner une multiplication cellulaire anarchique. Ça peut être une hyperexpression d'un certain nombre de protéines qui vont conférer à la cellule tumorale une résistance à l'apoptose, c'est-à-dire à la mort cellulaire programmée. Et donc, ce sont des cellules qui vont résister à la mort programmée. C'est une anomalie de la protéine P53 qui est vraiment très incriminée et qui est responsable, cette protéine est responsable de la mort cellulaire programmée et un certain nombre d'autres éléments. Et donc, comme je l'ai dit, les lésions cancéreuses vont se développer par étapes et en 2004, l'OMS a publié une classification de lésions pré-invasives. D'accord? Ces lésions pré-invasives, ce sont des lésions qui vont apparaître, qui vont être précurseurs avant le développement du cancer. Et pour chaque type histologique, on a une lésion pré-invasive préexistante. Alors, ce sont les dysplasies malpighiennes ou les carcinomes in situ, d'accord? Ce sont les lésions précurseurs du carcinome épidermoïde et on va classer là aussi les dysplasies en légère, moyenne ou sévère, ou la dysplasie sévère qui, elle, va correspondre au carcinome in situ. Je vous rappelle
que le carcinome in situ, c'est des cellules carcinomateuses, mais qui n'ont pas, sans rupture de la membrane basale, donc il n'y a pas encore d'infiltration de la muqueuse ou du chorion. Il y a l'hyperplasie adénomateuse atypique, c'est la lésion précurseur des adénocarcinomes périphériques, qu'on peut voir par exemple sur les images ou les scanners comme de petites plages de verre dépoli. C'est pour ça que quand on voit des petites plages de verre dépoli, des petits nodules en verre dépoli, ben, ça nous fait énormément peur parce que ça peut être un petit adénocarcinome qui est en train de se développer là-bas. Et en fait, c'est le développement des cellules au niveau de la surface des alvéoles, hein, ce qui donne cet aspect en verre dépoli. La dernière lésion, c'est l'hyperplasie neuroendocrine diffuse idiopathique, qui est une entité assez rare et qui serait la lésion préinvasive des tumeurs carcinoïdes. Alors, les principaux types histologiques, alors je ne vais pas vous les citer tous parce qu'il y en a beaucoup. Il faut savoir que la classification anatomopathologique a également énormément évolué ces dernières années. Et on va distinguer grosso modo, classiquement dans le cancer du poumon, on va distinguer les cancers bronchiques non à petites cellules et les cancers bronchiques à petites cellules. Alors les non à petites cellules, pourquoi on fait cette distinction? Parce que le pronostic est différent, parce que le traitement et la stratégie thérapeutique est totalement différente. D'accord? Si dans le carcinome à petites cellules, qui est une lésion très invasive, qui se multiplie très très rapidement, il n'y a par exemple aucune place pour la chirurgie. Je donne juste cet exemple-là. Pour les carcinomes bronchiques non à petites cellules, eh ben, la stratégie de thérapeutique est totalement différente. Donc classiquement, on distingue dans le cancer du poumon le cancer bronchique non à petites cellules et le cancer bronchique à petites cellules. Et dans le cancer bronchique non à petites cellules, il y a différentes entités, différentes types histologiques. Hein. Les plus fréquents, les plus importants, les plus fréquents, c'est les carcinomes épidermoïdes et les adénocarcinomes. Aujourd'hui, il y a une autre classification. Donc, je vais juste vous en parler pour que vous soyez, pour que vous ayez cette notion. C'est qu'à côté de cette classification histologique ou anatomopathologique plus justement, des petites cellules et non à petites cellules, il y a une classification moléculaire. Cette classification moléculaire, elle va venir affiner la classification et permettre, je vais vous le dire également en fin de cours, de proposer des traitements adaptés. C'est ce qu'on appelle la thérapie ciblée. Nous allons en parler tout à l'heure. Revenons aux principaux types anatomopathologiques. Alors que le carcinome épidermoïde, donc c'est un carcinome non à petites cellules qui va présenter des signes de kératinisation, c'est-à-dire une particularité épidermoïde, une différenciation malpighienne. D'accord? C'est vraiment le cancer qu'on voyait le plus et c'est le classique cancer du poumon. Et du moment qu'il a cette différenciation malpighienne, il va plutôt aller se développer au niveau des gros troncs bronchiques. C'est des cancers qu'on va trouver dans la bronche-souche ou dans les lobaires proximales. Et donc, il va se manifester par des bourgeons qui seront accessibles à la fibroscopie bronchique. Ces carcinomes épidermoïdes, ils ont également une caractéristique. Ce sont des carcinomes qui ont tendance à s'excaver puisque la tumeur va prendre un certain volume et le centre de la tumeur va se nécroser. Elle pourra se manifester par une lésion excavée à la radio. Le deuxième type anatomopathologique le plus fréquent, c'est l'adénocarcinome. L'adénocarcinome, comme son nom l'indique, adéno, c'est-à-dire qu'il a une différenciation glandulaire et donc il va produire de la mucine. Et là, c'est un cancer qu'on va probablement volontiers voir plus en périphérie, pas central comme le carcinome épidermoïde. Et donc, il va avoir une présentation radiologique d'une masse tumorale, mais plus périphérique et pas centrale ou hilaire. Alors, il a plusieurs sous-types histologiques dans l'adénocarcinome en fonction de la présence de différenciation, de ces différentes différenciations. Alors, pour information, il y a le mixte, l'acineux, le papillaire, l'épidique, le solide, etc. Et donc, ça, c'est l'anatomopathologie qui va préciser l'adénocarcinome et le sous-type histologique de celui-ci.
Le problème que pose l'adénocarcinome, c'est que le poumon n'est pas le seul organe où peut se développer ce type d'adénocarcinome. Alors, on peut avoir un adénocarcinome colique, on peut avoir un adénocarcinome mammaire et on peut avoir un adénocarcinome thyroïdien. Et donc, de ce fait, le problème que pose l'adénocarcinome quand on le retrouve dans le poumon, c'est de savoir est-ce que c'est un cancer pulmonaire primitif ou est-ce que c'est une métastase d'un autre adénocarcinome qui se développe dans un autre organe. Alors pour cela, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, la présentation radioclinique. Si j'ai une lésion unique, eh ben, c'est probablement une origine pulmonaire. Si par contre j'ai plein de nodules, un Asperger de ballon, ça fait plus de métastase. Mais il y a également un autre moyen, c'est l'immunohistochimie qui va permettre, par la réalisation de cet examen sur les prélèvements biopsiques, de relier l'adénocarcinome au poumon lorsque l'adénocarcinome, les cellules fixent un marqueur qui est le TF1. Alors, les carcinomes à petites cellules, donc là, c'était des carcinomes non à petites cellules. Le carcinome à petites cellules, il représente 15 à 20% de l'ensemble des cancers bronchiques. Alors, la proportion est en train de diminuer réellement. C'est un carcinome d'origine neuroendocrine et il a une particularité, ce sont des cellules qui se multiplient très vite avec un pouvoir métastatique très important. Et là aussi, l'immunohistochimie dont je vous ai parlé à l'instant pour les adénocarcinomes est là essentielle pour poser le diagnostic. On ne peut pas poser le diagnostic d'un carcinome à petites cellules sans s'aider de l'immunohistochimie, parce qu'il y a le CPC a une définition immunohistochimique claire. Ce sont de petites cellules qui doivent fixer un certain nombre de marqueurs, tels la chromogranule, la synaptophysine, avant de poser le diagnostic d'un carcinome à petites cellules. Je vous rappelle que c'est un cancer qui est très invasif et qui se développe très rapidement. Alors pour information, il y a également d'autres types de carcinomes, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Le chapitre le plus important à mon sens est celui-ci, c'est-à-dire comment on va poser le diagnostic. Donc on va entamer l'étude clinique des cancers. Alors, les circonstances de découverte sont vraiment très diverses et variables. Le patient peut présenter des symptômes comme il peut ne pas présenter de symptômes. Il peut avoir un symptôme mais qui n'a rien à voir, enfin qui ne suggère pas une origine pulmonaire. Donc, de ce fait, les circonstances de découverte sont très diverses et multiples. Mais il faut savoir quelque chose de très important. Si mon patient vient avec des symptômes respiratoires, c'est déjà un facteur de mauvais pronostic. C'est déjà un facteur de pronostic péjoratif. C'est-à-dire que quand le cancer de poumon se développe au point d'être symptomatique, d'avoir une douleur ou d'avoir des... Eh bien déjà, je crains que mon patient soit avancé. Il faut savoir que 10% des cancers bronchiques sont diagnostiqués à une étape alors que le patient est totalement asymptomatique. De ce fait, il y a un adage où il y a une règle. Tout symptôme, qu'il soit respiratoire ou extra-respiratoire, qu'il soit thoracique ou extra-thoracique, chez un fumeur, doit nous faire craindre, doit nous faire évoquer la possibilité d'un cancer. Et donc doit exiger de tout médecin, de tout professionnel de la santé, de tout médecin, quelle que soit sa spécialité, un examen clinique complet et au minimum une radiographie thoracique. Alors, les signes cliniques. Les signes cliniques sont soit en rapport avec la tumeur bronchique, c'est-à-dire que c'est la tumeur qui va entraîner les symptômes, soit en rapport avec l'extension lécorégionale, c'est-à-dire que c'est l'extension de la tumeur dans son environnement qui va entraîner les symptômes, soit en rapport avec l'extension métastatique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des patients qui vont venir pour des symptômes qui sont extrathoraciques et qui sont l'expression de l'extension métastatique de leur cancer, soit ce sont des signes en rapport avec des syndromes paranéoplasiques. Alors la tumeur, elle peut se manifester comment? Elle peut se manifester par une toux. La toux qui est fréquente, mais la toux est souvent banalisée par le patient. N'oubliez pas que c'est un patient, ce sont des patients souvent qui sont fumeurs, qui sont tabagiques chroniques. Et donc, de ce fait, tousser tous les matins ou tous les jours, ben, ce n'est pas un symptôme la toux devient anodine. Il s'est habitué à tousser. Et donc, finalement, la toux seule ramène rarement le patient à consulter. Cependant,
lorsque cette toux s'aggrave ou se modifie, ou elle devient rebelle au traitement symptomatique, ça doit constituer une alerte. Et parfois, ça ramène le patient. Mais ça doit constituer une alerte pour son médecin traitant. Le deuxième symptôme qui est en rapport avec la tumeur, c'est l'hémoptysie. Alors l'hémoptysie, c'est vrai que c'est un symptôme qui fait peur. Et quand un sujet tabagique crache du sang, là c'est vrai, in fact, c'est vrai, il vient en courant, il a peur, docteur, j'ai craché du sang. Cependant, ce n'est pas, tous les cancers ne font pas d'hémoptysie, d'accord? Maintenant, clairement, toute hémoptysie chez un sujet tabagique doit faire rechercher un cancer du poumon. Et je vais même aller un peu plus loin, on va le voir dans les diapositives suivantes, même lorsque mon examen est normal et lorsque ma radio me semble normale, thoracique me semble normale, j'ai un patient tabagique qui a craché de sang, je dois aller vérifier, c'est-à-dire je dois faire une endoscopie, éventuellement demander un scanner. Alors, les autres signes en rapport avec la tumeur, ça peut être des expectorations, par exemple dans le cas des adénocarcinomes ou des adénocarcinomes lipidiques qui peuvent se manifester par une hypersécrétion. Alors, ce sont des cellules tumorales qui vont sécréter beaucoup de mucus et on peut avoir une augmentation des expectorations. La dyspnée, là aussi, elle n'est pas du tout spécifique du cancer. Souvent, comme je vous l'ai déjà dit, ce sont des sujets qui fument, ce sont des tabagiques et donc qui sont dyspnéiques, qui vont relier leur dyspnée au tabagisme. Maintenant, pour qu'une tumeur entraîne une dyspnée à elle seule, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'elle soit énorme. Souvent, les patients sont dyspnéiques parce que ce sont des fumeurs et parce qu'ils ont déjà de l'emphysème, etc. Alors, il y a les autres signes également. Sachez que chez un sujet tabagique, on doit évoquer un cancer et aller vérifier s'il existe bien ou pas. Tout abcès pulmonaire, chez un patient qui a un cancer du poumon, qui fait un abcès pulmonaire, il faut que j'aille vérifier si ce n'est pas un cancer plutôt qu'un abcès. C'est-à-dire que finalement, l'abcès, c'est une tumeur qui s'est surinfectée. Soit c'est une pneumopathie qui traîne ou qui récidive sur le même territoire, c'est-à-dire que là, j'ai un foyer infectieux qui va se reconstituer sur le même territoire. Il faut craindre qu'il y ait une obstruction tumorale de ce territoire et aller vérifier si ce n'est pas un cancer qui se développe là-bas. Donc ça, c'était les signes qui sont en rapport avec la tumeur en elle-même. On peut avoir des signes en rapport avec l'extension locorégionale. Rappelez-vous que le poumon en lui-même, il n'est pas innervé. Donc, le poumon n'est pas algique, il ne fait pas mal. Quand on inspire et on expire, on n'a pas mal. Et donc, la douleur thoracique va être l'expression d'une extension locorégionale de la tumeur. Par exemple, la douleur thoracique, elle a des caractéristiques cliniques. C'est souvent une douleur, la douleur thoracique en rapport avec le cancer, elle est sévère, permanente, insomniante et elle résiste au traitement. C'est-à-dire quand j'ai ces caractéristiques sémiologiques de la douleur thoracique, je dois craindre une origine néoplasique. Et cette douleur thoracique, elle est l'expression le plus souvent d'une extension de la tumeur à la paroi. Et c'est la paroi qui fait mal. En fonction de l'extension de la tumeur, je vais avoir des différents types de douleurs. Par exemple, une tumeur qui va être localisée au niveau de l'apex pulmonaire, elle va donc envahir le plexus cervico-brachial et je vais avoir plutôt des douleurs de type névralgie cervico-brachiale, des douleurs qui sont localisées au niveau de l'épaule et qui vont avoir une irradiation au niveau du membre supérieur. Enfin, on peut avoir également des douleurs de type pleural qui vont être le témoin d'une pleurésie néoplasique, d'une métastase de pleural. Alors, un deuxième signe qui est là aussi fréquent, qui est là aussi en rapport avec l'extension locorégionale, c'est le syndrome cave supérieur. Alors, qu'est-ce que le syndrome cave supérieur? C'est tout simplement le témoin, un cortège de signes cliniques qui sont secondaires à une compression ou à une obstruction de la veine cave supérieure. Donc, je vous rappelle, la veine cave supérieure, c'est cette veine qui va ramener le sang de la partie supérieure vers le cœur droit. Alors, quand j'ai cette veine cave supérieure qui est obstruée, soit qu'elle est engainée par la tumeur, soit qu'elle est comprimée par la tumeur, soit qu'elle est thrombosée parce que le cancer est une maladie qui entraîne une hypercoagulabilité, d'accord? Eh bien, je vais avoir un certain nombre de symptômes qui sont secondaires à cette obstruction de la veine cave supérieure.
et qui vont constituer le syndrome cave supérieur. Donc, ça va se manifester par des céphalées, par des vertiges, par des troubles visuels, par des acouphènes. Et puis, je vais avoir un obstacle au retour veineux et de ce fait, on va avoir un œdème qui va prendre le visage, qui va prendre le cou, qui va prendre les creux susclaviculaires et qu'on va appeler un œdème en pèlerine, un peu les pèlerines des sœurs catholiques, hein, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est ce qu'on appelle un œdème en pèlerine qui va prendre le visage, le cou et les creux susclaviculaires avec des céphalées, des vertiges, des acouphènes, des troubles visuels. Et puis que la veine cave supérieure est obstruée, donc il va y avoir une collatéralité qui va se constituer. On va avoir une circulation veineuse collatérale que vous allez pouvoir voir au niveau du tronc du patient. Donc, quand vous allez l'examiner, vous allez avoir une circulation veineuse collatérale. Et donc, le syndrome cave supérieure est le témoin de l'obstruction de la veine cave supérieure. Si la tumeur se développe, elle peut comprimer au niveau médiastinal, elle va comprimer tous les éléments qu'on trouve dans le médiastin. Et donc, on va avoir un cortège de signes qui sont en rapport avec cette compression médiastinale. Alors, si ma tumeur peut envahir la trachée, et donc si ma tumeur va envahir la trachée, je vais avoir une dyspnée inspiratoire, parce que je vais avoir une réduction du calibre de la trachée, et un wheezing, c'est-à-dire je vais entendre un sifflement trachéal audible, c'est le wheezing trachéal. Si ma tumeur envahit le nerf récurrent, donc surtout les tumeurs gauches, et donc je vous rappelle que le nerf récurrent qui va cravater l'artère pulmonaire pour passer en arrière, et ben, c'est une zone où se développent beaucoup les tumeurs. Et ben, si ma tumeur envahit le récurrent, je vais avoir une dysphonie ou une voix bitonale, un enrouement. Si la tumeur envahit le nerf phrénique, donc je vais avoir un hoquet ou une dyspnée, etc. Si ma tumeur envahit l'œsophage, je vais avoir de la dysphagie. Si ma tumeur de l'apex va envahir le nerf sympathique cervical, je vais avoir un myosis, une ophtalmie, un ptosis. Ma tumeur envahit les douleurs, le C8D1, je vais avoir les douleurs cervico-brachiales. Donc là aussi, ce sont des signes qui sont en rapport avec l'extension locorégionale de la tumeur. Il faut absolument chercher également les signes généraux. Alors, vous comprenez bien que lorsque j'ai la présence de signes généraux, je crains d'être devant une maladie évoluée, une maladie métastatique ou bien une maladie localement avancée. Ces signes ne sont absolument pas spécifiques, hein, sont vraiment des arguments de mauvais pronostic. L'amaigrissement, l'asthénie et l'anorexie sont des éléments de mauvais pronostic. Dans le cas où un patient arrive en consultation, il a déjà perdu 15 kilos, déjà, je crains que ma maladie soit évoluée. Et puis surtout, cette altération de l'état général, eh ben, elle impacte la prise en charge thérapeutique ou la décision thérapeutique, puisque comme je vais vous le montrer, on va se baser sur le score OMS pour définir est-ce que mon patient peut supporter telle ou telle thérapeutique. Enfin, on peut avoir des signes en rapport avec l'extension métastatique et ce n'est pas rare. Il n'est pas rare de faire le diagnostic au décours d'une symptomatologie extrathoracique. L'exemple le plus fréquent, parmi les exemples les plus fréquents, un patient qui arrive, qui présente des céphalées tenaces ou qui présente des signes d'hypertension intracrânienne, eh ben, il va atterrir aux urgences, on va lui faire un scanner, on va lui découvrir une masse, des lésions cérébrales, et on va faire la radio, on va se retrouver sur une masse pulmonaire. Donc, c'est-à-dire que chez ce patient-là, c'est la lésion métastatique qui a entraîné les symptômes, qui a amené le patient à consulter. Et donc, on peut avoir des signes aussi divers que les douleurs osseuses, si on a des métaosseuses, des douleurs de l'hypochondre droit lorsqu'on a des méta-hépatiques, ou des manifestations neurologiques à type de déficit, d'épilepsie ou des signes d'hypertension intracrânienne. Alors, les syndromes paranéoplasiques. Qu'est-ce que les syndromes paranéoplasiques? Il faut savoir que 10% des cancers du poumon vont se manifester par des syndromes paranéoplasiques et c'est surtout les carcinomes à petites cellules. En fait, ces syndromes paranéoplasiques, ce sont l'ensemble des symptômes qui vont se développer suite à la production par les cellules tumorales d'un certain nombre comment on dit ça,
de marqueurs. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc, les syndromes paranéoplasiques peuvent souvent vont précéder l'apparition de la tumeur ou bien vont précéder le diagnostic de la tumeur. Et quand on va traiter cette tumeur, le syndrome paranéoplasique va disparaître puisque les cellules tumorales ne vont plus sécréter ces marqueurs-là et, et le syndrome paranéoplasique va récidiver en cas de rechute. Alors, ça peut être des syndromes endocriniens, par exemple l'hypercalcémie maligne, c'est-à-dire que la tumeur, les cellules tumorales vont sécréter des substances qui ressemblent à la parathormone, qui sont parathormone-like. Et donc, on va avoir une augmentation de la parathormone dans le sang et ça, on va avoir donc des symptômes qui sont en rapport avec ça et qui vont entraîner une hypercalcémie maligne. Cette hypercalcémie maligne va se manifester par les douleurs abdominales, par les nausées, par une confusion, par une somnolence, par une anorexie. Et quand le patient va aller voir par exemple un endocrino ou bien un médecin généraliste, il va faire ses prélèvements, ses examens, il va faire son bilan sanguin, il va trouver que mon patient a une hypercalcémie. Mais pourquoi il fait une hypercalcémie? Eh bien, sachez que ça peut être en rapport avec une tumeur du poumon, avec un cancer du poumon. Les cellules tumorales vont sécréter cette parathormone-like. Un autre exemple, le syndrome de Schwarz-Barter, là aussi, c'est une sécrétion par les cellules tumorales d'une hormone antidiurétique. Cette hormone antidiurétique va entraîner donc une déperdition de la natrémie, d'accord, dans les urines et donc on va avoir une hyponatrémie on aura les symptômes cliniques d'une hyponatrémie. Et donc on peut avoir des syndromes endocriniens, des syndromes neurologiques, des syndromes on appelle des syndromes dermatologiques, si j'ose m'exprimer ainsi, mais le plus fréquent dans le cancer du poumon, c'est l'hypocratisme digital. Sachez que l'hypocratisme digital, qui est le plus fréquent des syndromes paranéoplasiques dans le cancer du poumon, et on va le voir à l'instant, c'est cette hypertrophie bilatérale des phalangettes en baguette de tambour avec un bombement en verre de montre des ongles. Je vais vous montrer sur la diapositive suivante. Et lorsque l'hypocratisme digital s'associe à l'hypertrophie des extrémités, avec sur la radio l'hyperostose engainante des os, on va définir l'ostéoarthropathie hypertrophiante pneumique de Pierre-Marie. Et les syndromes, l'hypocratisme digital et l'ostéoarthropathie de Pierre-Marie, eh ben, ce sont les syndromes paranéoplasiques les plus fréquents. Vient après le syndrome de Schwarz-Barter, qui on voit souvent dans les carcinomes à petites cellules, et puis les embolies pulmonaires et les phlébites récidivantes. Alors ici, sur cette diapositive, vous voyez bien ici l'hypocratisme digital avec cette hypertrophie des phalangettes et ces extrémités des doigts en baguette de tambour. Hein, vous voyez, ce sont l'hypocratisme digital. Et à la radiographie, on a cette hyperostose engainante des os longs qui définit donc l'hypertrophie de Pierre-Marie. Alors ça, c'était les différents signes fonctionnels. Donc, comme je l'ai dit, soit en rapport avec la tumeur, soit en rapport avec son extension régionale, avec son extension métastatique ou bien le syndrome paranéoplasique. Et vous voyez bien qu'on peut avoir beaucoup de signes, parfois qui sont en rapport avec la tumeur, qui vont vous orienter vers le poumon, et puis parfois qui ne sont pas du tout en rapport avec la tumeur et qui peuvent vous faire errer loin du cancer du poumon. Ça peut être une douleur de l'épaule, ça peut être, là, comme je l'ai dit, des signes cliniques d'hypercalcémie ou d'hyponatrémie. Alors, comment va se faire l'étude clinique? Alors, tout d'abord, l'interrogatoire. L'interrogatoire est essentiel. Sachez que, quel que soit le signe clinique chez un sujet tabagique, je dois craindre le cancer du poumon et aller le chercher. Donc, l'interrogatoire doit vérifier un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, l'intoxication tabagique et également les expositions professionnelles. Alors, je peux avoir un sujet tabagique, je peux avoir un sujet exposé, je peux avoir du tabagisme passif, je peux avoir une exposition domestique, hein, les femmes qui cuisinent, fumée de four, etc. C'est un élément, c'est un facteur de risque également. Je vais chercher les signes qui sont en rapport avec l'intoxication tabagique, la bronchite chronique ou la dyspnée chronique. Je vais évaluer les comorbidités. Je vais voir également, il faut demander le début des symptômes et je vais chercher tous les signes fonctionnels, respiratoires et extra-respiratoires que je vous ai, dont on a parlé à l'instant. Et puis, à l'examen physique doit être détaillé
doit être détaillé et doit être complet. Il faut mettre en évidence la perte de poids et évaluer le score OMS. Et ça, c'est très, très important parce que ça va témoigner de plusieurs élèves, de plusieurs choses. Premièrement, de l'état du patient, d'accord, et déjà du facteur et déjà de la possibilité du patient à prendre ou pas le traitement, donc à pousser ou pas les investigations, d'accord. Je vous donne un exemple. Si j'ai un patient qui arrive au MSA 4, c'est-à-dire très, très altéré, très, très amaigri, il est probable qu'il ne puisse pas supporter des chimios, des radiothérapies. Donc, il faut prendre ça en considération. Et puis, on va examiner notre patient de la tête aux pieds. Je vais chercher le syndrome d'épanchement liquidien, je vais chercher le syndrome de condensation, le syndrome côte supérieure, le syndrome de Claude-Bernard-Horner, je vais chercher les douleurs osseuses, je vais chercher la douleur pariétale, je vais chercher les adénopathies périphériques, je vais chercher les nodules cutanés, je vais tout chercher, l'hépatomégalie, je vais chercher les signes de déficit neurologique, etc., etc., etc. Et donc, au total, j'ai un facteur de risque, le plus important est le tabagisme, mais ce n'est pas que le tabagisme, la présence de signes respiratoires ou extra-respiratoires, ou bien modification des symptômes, la présence de signes généraux, et bien j'ai une suspicion clinique. Et devant une suspicion clinique, je dois réaliser une radiographie thoracique. C'est-à-dire, quel que soit votre domaine de compétence, si vous avez un patient tabagique qui présente une symptomatologie respiratoire, voire même extra-respiratoire, eh bien, vous ne perdez rien à lui demander une radio pour vérifier s'il n'a pas un cancer qui est en train d'évoluer. Alors, l'étude radiologique. On va commencer par la radiographie standard. Alors, dans certains cas, rares certes, mais dans certains cas, la radiographie thoracique peut être normale. Et elle est normale quand on a une lésion qui à peine commence purement endobronchique. Je vous donne un exemple, un patient tabagique qui vient vous voir pour des hémoptysies ou des crachats hémoptoïques. Vous faites la radio, vous ne trouvez rien. Vous ne devez pas vous arrêter là. Parce que si ma lésion commence au niveau endobronchique, vous n'allez peut-être pas la voir à la radiographie thoracique. Donc, ce sont les petites lésions endobronchiques. Ou alors, la lésion se retrouve dans une zone dite muette de la radiographie thoracique, dans des zones qui sont cachées, ou bien par l'opacité cardiaque, qui sont très, très postérieures ou très, très antérieures. Et là, la radiographie thoracique de face peut ne pas les montrer de manière claire ou bien pour un œil averti. Dans tous les cas de figure, quand on a un facteur de risque et une suspicion clinique, même si ma radiographie thoracique est normale, il ne faut pas hésiter à aller compléter par une fibroscopie bronchique et un scanner thoracique. Alors, quels sont les aspects radiologiques qu'on retrouve le plus en matière de cancer du poumon? Alors, sur cette radiographie thoracique, regardez. Alors là, ça c'est l'aspect le plus fréquent qu'on retrouve le plus. On a ici l'opacité tumorale qu'on arrive bien à voir. C'est une opacité qui est proximale, qui est de tonalité hydrique, elle est de tonalité hydrique, elle est blanche, proximale, hilaire ou parfois juxtahilaire, avec des limites internes qu'on n'arrive pas à voir parce qu'elles sont noyées dans le médiastin. C'est une tumeur qui va se développer au niveau du hile, donc elle va se noyer dans le médiastin. Mais la périphérie, la limite externe, il est flou et parfois on arrive à voir ces prolongements spiculés qu'on appelle des prolongements en pâte de crabe. Donc ça, c'est une opacité hilaire qui est très fortement suspecte. Sur cette radio, on voit bien qu'on a une diminution de la transparence du lobe supérieur droit qui est assez systématisée. Ici, ce que je vous montre ici, c'est la petite scissure. En fait, ce qui se passe là, c'est que la tumeur, elle est en train d'obstruer la lobaire supérieure droite. La lobaire supérieure droite va se diviser de la bronche touche droite. Et donc, la tumeur est en train d'obstruer la bronche touche droite. Et c'est pour ça qu'on commence à avoir une diminution de la transparence au niveau du lobe supérieur droit. Donc, premier aspect qui est très suggestif du cancer du poumon, cette opacité hilaire ou juxtahilaire à limite interne qui se confondent avec le médiastin, mais dont les limites externes envoient des prolongements spiculaires en pâte de crabe. Alors, un deuxième aspect radiologique, là aussi assez fréquent, c'est cette opacité médiastinale. Regardez, déjà, là, on a un aspect d'élargissement du médiastin, cette opacité, là, un élargissement du médiastin avec un large contact avec la trachée.
Et cette opacité médiastinale, elle va entraîner un trouble de ventilation. Regardez ici le lobe supérieur droit qui commence à s'opacifier, qui devient opaque avec une scissure qui est complètement attirée. En fait, ici, c'est une lésion tumorale médiastino-pulmonaire, donc elle intéresse le médiastin, elle va aller obstruer la lobaire supérieure, elle va entraîner une opacité systématisée, c'est le trouble de ventilation du lobe supérieur droit. D'accord? Et donc là, en l'occurrence, c'est un aspect qu'on trouve souvent dans les carcinomes de petites cellules. Alors, on peut avoir ce type de radio et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on arrive à voir, on ne voit pas vraiment ici d'opacité claire, mais ce qu'on arrive à voir sur cette radio, c'est tout simplement une diminution de la transparence au niveau de l'émission thoracique gauche avec des espaces intercostaux qui sont pincés. Et donc, cet aspect-là nous suggère un trouble de ventilation. Et effectivement, quand on fait une radiographie de profil, on voit bien que tout le lobe inférieur gauche est opacifié. En fait, ce qu'on voit sur la radio de face, c'est uniquement le lobe supérieur gauche. Le lobe inférieur gauche est totalement opaque, il est totalement obstrué. Et donc là, c'est tout simplement un trouble de ventilation. Donc c'est un trouble de ventilation complet du lobe inférieur gauche. Et pour juste vous illustrer ça encore mieux, quand on fait le scanner de ce patient, on voit bien que tout le lobe inférieur est pris dans une grosse tumeur qui est massivement nécrosée du lobe inférieur gauche. Donc faites attention à ces aspects-là où il y a uniquement le trouble de ventilation. En fait ici, c'est même pas très évident. On a un poumon gauche qui est de petite taille avec des pincements des espaces intercostaux et une diminution de la transparence du poumon. Un autre aspect radiologique assez fréquent, c'est cette opacité arrondie que je vous montre ici. Donc, le cancer peut se manifester par une opacité arrondie de tonalité hydrique qui est relativement bien limitée. Souvent, c'est périphérique. Et rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit, les lésions périphériques, c'est plutôt en faveur, suggère plutôt l'adénocarcinome. Et donc, on va retrouver ces opacités-là, denses, homogènes, avec des contours qui sont un peu irréguliers, comme c'est le cas sur cette radio. Et là, quand on fait le scanner chez ce patient, vous voyez bien que j'ai une opacité tumorale, là voilà, en coupe médiastinale et en coupe parenchymateuse qui intéresse le lobe supérieur. Alors, on peut également avoir une opacité, mais qui s'est excavée, comme le cas ici. Là, j'ai une opacité du lobe inférieur droit, probablement du lobe inférieur droit. Regardez ici, on a une clarté centrale, et avec une clarté centrale et la paroi de cette opacité qui est bien épaisse, anfractueuse et irrégulière. Et en fait, c'est cette paroi qui est épaisse et anfractueuse avec une irrégularité de la paroi endocavitaire qui nous fait craindre le cancer du poumon. En fait, c'est une opacité qui va s'excaver et qui va garder une épaisseur de la paroi qui est importante et elle va nous faire craindre le cancer du poumon. Regardez là. Voici un autre exemple. Alors ça, il faut faire attention, il faut craindre le cancer chez ce patient tabagique. Il ne faut pas dire « Ah, c'est juste une tuberculose, on va traiter » ou bien ce n'est pas une image de tuberculose vu il est possible que ce soit une tuberculose, mais il faut la confirmer. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il faut confirmer. Il faut pousser les investigations lorsqu'on a une paroi qui est épaissie et une irrégularité de la paroi endocavitaire. Un autre aspect radiologique, c'est l'opacité de l'apex ici, qui va constituer le syndrome de Pancoste-Tobias. Alors, le syndrome de Pancoste-Tobias, il se définit par une tumeur de l'apex, comme on voit ici, associée à une lise costale des arcs postérieurs des deux premières côtes. Regardez là, si on compare la gauche et la droite, on voit bien que là, on arrive à voir les arcs costaux, et ici, elles sont totalement lisées. Et c'est ce type de tumeurs qui vont se manifester par la névralgie cervico-brachiale, par le ptosis, une ophtalmie et par les douleurs très très importantes. Donc, ce sont les tumeurs de l'apex. Voilà un autre exemple ici où on voit pas l'opacité, on n'a pas une opacité clairement définie, mais ce qu'on a par contre, c'est cette lise osseuse. Regardez, on ne voit plus les côtes et là aussi c'est une tumeur de Pancoste-Tobias. Et puis il y a les autres aspects, les aspects trompeurs. Alors on peut avoir une image d'opacité de nature alvéolaire systématisée. Sachez qu'une pneumonie traînante qui ne se nettoie pas totalement ou bien une pneumonie qui va récidiver sur le même territoire
doit aller faire suspecter le cancer et on doit aller vérifier par voie endobronchique ce qui se passe au niveau de cette lobaire. Donc là aussi, faites attention aux opacités alvéolaires qui peuvent cacher le cancer. Et les pneumopathies récidivantes, surtout quand elles récidivent dans le même territoire, et les pneumopathies qui ne se nettoient pas totalement après, avec un nettoyage incomplet après traitement antibiotique. Un autre aspect qui peut être trompeur, c'est les tout petits nodules. Alors là, il est un peu gros, on arrive à le voir, mais parfois le nodule est encore, il est à peine visible sur le scanner chez un sujet tabagique. Et quand on fait un PET scan, par exemple, dans ce cas, on voit que le nodule fixe. Faites attention de ne pas dire que c'est un petit nodule, c'est rien du tout, c'est tout petit. Non, il faut aller vérifier, il faut aller suivre ces nodules.